Londres, janvier 2011. Les avocats de Julian Assange ont bossé comme des malades. Ils ont accumulé les témoignages d'experts judiciaires. Ils ont monté un dossier solide avec un angle d'attaque simple. Ils peuvent prouver que des manquements ont été commis dans la procédure menée par la procureure Marianne. Assange reste assigné à résidence. Il porte son bracelet électronique. En revanche, le risque d'extradition vers la Suède s'est éloigné. Il reprend confiance. Les journaux britanniques le confortent dans son optimisme. Le ministère public de la couronne britannique finit par rendre un avis. Il ne serait pas prudent d'accepter dans l'immédiat la demande d'extradition suédoise. L'avis ajoute « Assange a de bonnes chances de remporter le procès si un tribunal est amené à statuer la procédure en l'état. » Dit autrement, le ministère public britannique estime que la justice suédoise ne dispose pas de preuves suffisantes pour poursuivre Assange dans les 2 affaires d'abus sexuels. Il faut trouver autre chose. Le gouvernement britannique craint qu'une extradition d'Assange soit perçue comme une conspiration entre les États-Unis, la Suède et la Grande-Bretagne. Coincé à Londres, Assange poursuit son combat judiciaire et continue à collaborer avec Wikileaks. La menace d'extradition absorbe une grande partie de son temps et de son énergie mentale. Assange veut croire qu'il va s'en sortir. Pourtant, il ne voit pas comment il peut remporter cette bataille. Londres, 30 mai 2012. Malgré la faiblesse du dossier, Britanniques et Suédois utilisent tous les recours de la procédure. Au bout de 18 mois, c'est la Cour suprême britannique qui est appelée à trancher. La demande d'extradition de Julian Assange est approuvée. Pour rendre leur arrêt, les 7 juges de la Cour se livrent à des contorsions juridiques. Ils donnent une interprétation très partisane du droit britannique sur l'extradition. Londres, 14 juin 2012. Les avocats d'Assange demandent un réexamen du dossier. La Cour suprême refuse. Reste une solution, l'asile politique. Londres, 19 juin 2012, 13h. Julian Assange se tient devant l'ambassade d'Équateur, un bâtiment de briques rouges avec des fenêtres blanches, à un jet de pierre du grand magasin Harrods. Il pousse la grille, il entre dans le hall. L'ambassadrice Anna Alban vient l'accueillir. Assange lui dit « Je pense que le pays dont je suis ressortissant, l'Australie, ne me protégera pas. Et que le pays vers lequel je dois être extradé, la Suède, n'empêchera pas mon extradition vers les États-Unis. » Assange peut compter sur le soutien du président équatorien, Rafael Correa. Correa a exprimé de la sympathie pour Wikileaks. Il refuse de s'aligner sur les intérêts américains. Se pose alors un problème tout bête. Où loger Assange ? L'ambassade compte seulement une dizaine de pièces. Il faut aménager une chambre, une petite cuisine et un cabinet de toilette. Pas simple. Assange dit qu'il n'a pas besoin de confort. Le strict nécessaire suffira. En milieu d'après-midi, la défection d'Assange fait la une des journaux télé. Le gouvernement britannique se sent insulté. Le ministre des Affaires britannique, William Hague, affirme qu'il a le droit d'envoyer des flics dans les locaux de l'ambassade pour arrêter Assange. C'est la boulette diplomatique. L'ambassade fait partie du territoire de l'Équateur. Elle est protégée par le droit international. Réunie en urgence, l'Organisation des États d'Amérique exprime son soutien à Rafael Correa. William Hague se livre à un magnifique rétropédalage. « Tout cela n'est qu'une affreuse mésentente, dit-il. Il n'a jamais été question de faire appel à la police. » Malgré tout, le Foreign Office diffuse une note. Si Assange quitte l'ambassade, même dans une voiture diplomatique, il doit être arrêté. Londres, 19 août 2012. Par la fenêtre de sa chambre,
Assange voit les policiers qui encerclent le bâtiment nuit et jour. Les photographes font le pied de grue, à l'affût d'un cliché volé. Assange relit son texte dans la pièce qui lui sert de chambre. Puis il ouvre la fenêtre et s'avance sur le balcon au premier étage. Il a un message pour Barack Obama. Il demande au président américain de se montrer raisonnable et de cesser la chasse aux sorcières contre Wikileaks. Il plaide pour une mesure de clémence en faveur de Bradley Manning, détenu depuis 800 jours dans des conditions extrêmement pénibles en attendant son procès. Mais Obama ne répond pas. Pour lui, Assange est un traître, un espion et un terroriste. Les Américains laissent les Britanniques agir. Vexés et déterminés à sauver la face, les Brits prennent le relais des Suédois. Les Américains laissent les Britanniques agir. Vexés et déterminés à sauver la face, ces derniers prennent le relais des Suédois. La justice britannique condamne Julian Assange pour violation de sa liberté conditionnelle. En général, ce genre d'infraction se résume à une amende. Mais ce n'est pas le plan prévu. Confiné à l'ambassade équatorienne, Assange tente de mener une vie normale. Il ne peut pas sortir, mais ses proches, ses amis, ses soutiens et ses avocats lui rendent régulièrement visite. L'activiste noue une relation amoureuse avec la juriste Stella Morris, qui fait partie de l'équipe juridique chargée de sa défense. De cette relation naîtra un enfant en mai 2017. Assange continue de collaborer avec Wikileaks. Les relations sont compliquées par sa situation personnelle et son isolement. Malgré tout, les fuites continuent d'avoir un effet dévastateur pour les Américains. 6 juin 2013. Edward Snowden est un ancien analyste de la CIA et de la NSA. Wikileaks rend public les pratiques de la National Security Agency. Captation de données, écoute téléphonique, surveillance d'Internet. Les programmes mis au point par l'agence concernent la totalité de la planète. Les Américains surveillent tout et tout le monde, leurs ennemis et leurs alliés. Le téléphone portable de la chancelière allemande Angela Merkel est sur écoute constante. Le gouvernement américain réagit comme pour Assange et Manning. Le 21 juin 2013, le département de la justice inculpe Snowden d'infraction à la loi sur l'espionnage de 1917 et de vol de documents publics. Réfugié à Hong Kong, Snowden rejoint Moscou le 23 juin. Il passe 1 mois dans l'aéroport de Sheremetyevo, avant que les autorités russes autorisent son entrée sur le territoire. Fin juillet, il obtient un visa d'1 année pour résider en Russie. Une fois à l'abri, Snowden se met à parler. Il compare sa situation à celle de Julian Assange. Il dit qu'Assange n'a commis aucun crime. Il dit qu'Assange n'a rien volé. Il n'a fait que diffuser des informations que Manning lui avait fournies. Il dit qu'Assange est innocent. Berlin, été 2013. Angela Merkel est obligée de ravaler sa fierté. Elle ne peut pas nier les révélations de Wikileaks. Elle ne peut pas condamner les États-Unis. Merkel fait le dos rond. Probablement parce que la NSA et la BND, le renseignement intérieur allemand, sont associés au sein de Crypto AG. Cette société suisse est spécialisée dans la conception d'outils de surveillance et de collecte de données depuis des années. Crypto est une façade. La société opère dans une centaine de pays et a mis sous surveillance la moitié des gouvernements de la planète. Julian Assange sait que sa réputation est mauvaise dans l'opinion publique. Le plan de communication des États-Unis a fonctionné. Pour beaucoup de gens, il est un violeur en fuite, un espion et un mégalomane qui se croit plus malin que tout le monde. C'est cette image que les Américains ont réussi à imposer. Peut-être qu'il n'est pas de taille pour lutter. Il doute. Malgré tout, il continue à faire ce qu'il fait depuis 10 ans. Juillet 2016. Quelques jours avant la Convention démocrate de Philadelphie, Wikileaks publie des mails rédigés par Hillary Clinton et par son directeur de campagne, John Podesta.
20 000 documents qui montrent comment Clinton a bénéficié d'une collusion au sein de la Commission nationale démocrate, la DNC, pour écarter de la course à la présidence son concurrent, Bernie Sanders, jugé trop à gauche. À 2 mois et demi de la présidentielle américaine, l'effet est dévastateur. La directrice de la DNC, Debbie Wasserman, démissionne. Donald Trump, le candidat républicain, s'engouffre dans la brèche. Lui, que les sondages donnaient perdant, remporte l'élection le mardi 8 novembre 2016. Il n'y a pas de mots pour décrire la consternation, en Amérique, mais aussi en Occident. Il faut trouver une explication. Il faut trouver un coupable. Que Clinton ait été une mauvaise candidate ne peut pas être l'explication. Elle ne peut pas être la coupable. Non. L'explication, c'est Wikileaks. Le coupable, c'est Julian Assange. C'est lui qui a fait élire Trump. Le Parti démocrate affirme que les mails ont été donnés à Assange par les Russes pour aider Trump. Poutine a manipulé Assange. Le déferlement de haine est inarrêtable. La DNC lance une procédure judiciaire contre le journaliste. Depuis l'ambassade équatorienne, Assange tente de se justifier. Il n'a fait que publier des documents. Clinton et Podesta ont écrit ces mails, pas lui. Il ne les a même pas volés. Il faudra attendre le 31 juillet 2019 pour que le juge new-yorkais Joe Cuttle rejette la demande des démocrates de reconnaître Assange coupable de complot contre le parti. Le juge Cuttle rappelle qu'Assange n'a fait qu'exercer son métier de journaliste, protégé par le premier amendement de la Constitution américaine. La publication des documents par Wikileaks est protégée par le droit de la presse, précise le juge. Stockholm, mai 2017. Dans cet ouragan diplomatique, la Suède est reléguée à la marge. La procédure pour abus sexuels contre Anna Hardin est close. Les faits, le préservatif déchiré, sont prescrits au bout de 5 ans. Pour la seconde plaignante, Miss W, la procédure peut se poursuivre jusqu'en août 2020. Dans son cas, viol présumé, la prescription est de 10 ans. La procureure Marianne Ny le sait. Une procédure aussi longue et qui n'aboutit à rien, ce n'est pas bon pour sa carrière. Elle doit trouver une échappatoire. Le 16 mai 2017, elle reçoit un message des avocats d'Assange. Le journaliste demande à pouvoir sortir de l'ambassade sans être arrêté pour se rendre à la maternité où sa compagne, Stella Morris, va accoucher de leur fils Gabriel. Ny refuse de suspendre la demande d'extradition. 3 jours plus tard, le 19 mai 2017, Marianne Ny annonce qu'elle met fin à l'enquête préliminaire. Elle explique qu'Assange est sous la protection de l'ambassade. Elle dit qu'elle ne peut rien faire. Mais elle maintient le récit de départ. Assange est un prédateur sexuel en fuite. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. Londres, 15 août 2017. L'ancien représentant républicain Dana Rohrabacher Baker est assis en face de Julian Assange dans la salle de réception de l'ambassade. Rohrabacher Baker est l'émissaire du président Donald Trump. Il est venu à Londres avec une proposition de deal gagnant-gagnant. Assange écoute l'ancien parlementaire. Rohrabacher Baker demande à Assange « Vous avez entendu parler du Russiagate ?» Assange hoche la tête. Donald Trump est soupçonné de collusion avec les Russes. L'ancien patron du FBI, Robert Mueller, a ouvert une enquête. Il cherche des saloperies sur Trump, ajoute Rohrabacher. Assange reste silencieux. Rohrabacher continue. Si vous jurez que votre source pour les mails de Clinton ne sont pas les Russes, Trump vous accorde un pardon présidentiel. Assange répond qu'il ne peut pas jurer une chose pareille. Il ne peut pas dire qui est la source. Ce serait trahir Wikileaks. Washington,
16 août 2017, Donald Trump pique une crise. Il est vexé. Assange a refusé sa proposition. Il va se venger. Depuis le mois de mai, l'Équateur a un nouveau président. Lénine Moreno a succédé à Rafael Correa. Trump envoie à Quito un homme à lui, Paul Manafort, pour discuter avec le nouveau chef d'État. Manafort est un spécialiste des coups tordus et des opérations de corruption. Assis dans le bureau présidentiel, Manafort prononce les mots magiques. Aide économique, effacement de la dette, enveloppe du FMI pour un montant de 4,2 milliards de dollars en 2018. Moreno acquiesce. Il peut livrer Assange. Il faut juste un peu de temps pour préparer les choses et éviter d'endosser le mauvais rôle. Londres, mars 2018. À l'ambassade, l'ambiance change brusquement. Le nouveau chef de la mission diplomatique, Jaime Marchan Romero, prend ses fonctions avec pour mission de se débarrasser d'Assange. Dans un premier temps, Lénine Moreno a tenté de contourner le problème. Moreno a proposé d'accorder à Assange la nationalité équatorienne et de le nommer ambassadeur à Moscou. Assange a dit oui pour la nationalité, il a dit non pour Moscou. Le 28 mars 2018, Marchan Romero impose un protocole spécial pour les visites, les communications et les examens médicaux de M. Assange. Plus de téléphone, plus d'accès à Internet, visite réduite et limitée à la salle de conférence. Pose de micro et de caméra par une société espagnole, UC Global. En fait, UC Global bosse en secret pour la CIA. Washington, 2019. Mail adressé au président Lénine Moreno par la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants. Nous souhaitons une collaboration avec votre gouvernement sur un ensemble de questions allant de la coopération économique à la lutte contre le trafic de drogue. Mais avant d'aborder ces questions, nous souhaitons régler un problème important. Le statut de M. Assange, un dangereux criminel qui doit être traduit devant la justice. Londres, 2019. Marchan Moreno continue de préparer le terrain en vue de l'expulsion d'Assange. Il livre à la presse des informations sur la vie quotidienne du réfugié. L'ambassadeur dit « Assange fait du skateboard dans les couloirs. Assange joue au foot dans sa chambre. Assange ne lave pas sa vaisselle. Assange martyrise le chat qu'il a adopté. Assange souille les murs des toilettes avec ses excréments. » Les tabloïds anglais se déchaînent. Rien n'est vrai, mais aucune importance. Le récit de sa vie à l'ambassade cadre avec les affaires de mœurs en Suède. Un mégalomane répugnant. Londres, 11 avril 2019. L'ambassadeur Marchan Romero entre sans frapper dans la chambre d'Assange. Assange est assis à sa table de travail. Il devine ce que le diplomate vient lui annoncer. Il le lit sur son visage. Votre citoyenneté et votre droit d'asile ont été révoqués. Vous devez quitter l'ambassade. Assange refuse. Il crie que c'est illégal. C'est une violation du droit international. L'ambassadeur tourne les talons. Il redescend dans le hall. Dans l'escalier, Assange entend les cris et les pas des flics qui montent le chercher.